J'hésite encore, tu vois, Benson. Il est vraiment haut, plus de 3 km, facile, et pourtant, il doit faire dans les 5 km de diamètre. L'homme hocha la tête, gardant le pied au plancher. Ouais, c'est pour ça que je miserais toute notre bas de laine sur un Nimbus Stratus. Pas d'erreur possible. Abigail fronça les sourcils, détaillant l'énorme masse nuageuse à travers le pare-brise de leur Jeep Cherokee. Depuis une demi-heure qu'ils roulaient sur la piste rocailleuse, depuis leur demeure située dans la ville de Caliente, au sud-est du Nevada. La modeste bourgade portait bien son nom parce que le mercure ne descendait pratiquement jamais et le soleil y dardait ses rayons toute l'année. Aussitôt qu'ils avaient pris connaissance des dernières nouvelles, toutes plus inquiétantes les unes que les autres, ils avaient préparé leur véhicule avec leur équipement habituel et mis les voiles. « Je comprends absolument rien », finit par soupirer la femme en se repoussant sur son siège. « C'est ce truc qui est passé au-dessus de Vegas, alors? » Benson acquiesça, les yeux brillants d'excitation. « Affirmatif, chérie. Il a fait son tour sur la ville, et l'instant d'après, il n'y avait plus un rat dans le bled. Nettoyer les rues, complètement lessivé. Ah, je peux dire que c'est carrément le bordel sur les stations nationales. » Abigail lui jeta un regard oblique. « Et toi, bien sûr, ton premier réflexe, c'est de courir ventre à terre pour te rendre compte de la situation. » Benson détacha son regard de la route quelques instants. « Hé, on est des chasseurs de tempête, oui ou non? Si ça se trouve, ce nuage-là va nous faire passer aux nouvelles. Pas question que je manque cette occasion pour rien au monde. » « Mais ce qui est arrivé aux gens de Vegas, argumenta Abigail en croisant ses bras sur sa maigre poitrine, imagine que c'est bourré de radioactivité. » Benson négocia une courbe, tenant le volant comme un chef. Ce n'était pas son premier rodéo. Tornades, ouragans, inondations, feux de forêt. Sa femme et lui avaient roulé leur bosse aux 4 coins du pays pour suivre et analyser les cataclysmes d'hiver qui s'étaient abattus sur les États-Unis depuis plus de 10 ans déjà. C'était clairement une vie étrange, bourrée d'adrénaline et d'imprévus. Plus d'une fois, ils avaient risqué d'y rester, mais la chance avait toujours été de leur côté. « T'inquiète, » rassura-t-il avec un sourire en coin. « Je compte pas aller lui faire un câlin moi-même. Je vais laisser l'honneur à Alvin, ce sera plus sûr. » Abigail opina du chef, repensant au drone chéri de son homme. Il avait dépensé une petite fortune pour cette machine, qu'il avait ensuite transformée à sa sauce. En plus de pouvoir capter et retransmettre des images directement sur un moniteur, il arrivait à calculer la vitesse du vent, la température ambiante et la pression atmosphérique. Rien que pour ce petit joujou technologique, ils allaient quasiment devoir se nourrir exclusivement de rations pendant quelques semaines. Presque. « On va bientôt arriver », signala Benson en ralentissant imperceptiblement. « Ce Nimbus Stratus s'est perché directement au-dessus de la crête de la Mountain. T'as vu? » Abigail plissa les yeux. « C'est cette piste qui mène aux installations tout au sommet, ça. » Benson consulta le GPS du véhicule. « Ouais. À partir d'ici, ça monte la piste jusqu'en haut. » « Arrête-toi ici dans ce cas, » demanda la femme, posant la main sur la cuisse de son mari. « On est assez près de ce truc pour commencer à faire des photos et des analyses. » L'homme transféra son pied de pédale et freina tranquillement sa course, se rangeant sur le bas-côté où il écrasa quelques buissons rachitiques. Et se tournant vers elle, un pli barrant son front. « Y a pas de souci à se faire habiller. » Ce nuage est passé par Vegas et tout le monde là-bas a disparu dans sa tête d'une voix sèche en ouvrant sa portière. « Ne me dis pas de ne pas être nerveuse. » Benson soupira avant d'imiter sa compagne. Ils sortirent dans la fournaise du Nevada, éblouis par le chaud soleil de juillet. Le ciel était complètement vide, du moindre nuage, et seul le Nimbus Stratus sombre s'imposait en hauteur, perché sur la montagne. L'homme contourna le capot, n'arrivant pas à détacher les yeux du phénomène devant eux. Foncé à la base, aussi large que le quart de la longueur de la fichue île de Manhattan, le Nimbus Stratus restait immobile, indifférent au vent qu'il cernait pourtant de toutes parts. De longues pointes brumeuses s'échappaient du sommet
et de temps en temps, l'intérieur semblait s'illuminer aussi subitement que brièvement, signalant la présence d'éclairs. Ces nuages étaient couramment annonciateurs de pluie. Pourtant, ce dernier ne donnait pas signe d'averse imminente. Il couvrait toute la portion supérieure d'Ella Mountain, et l'antenne installée à son fait paraissait se tendre pour toucher la masse mouvante. « Sors Alvin tout de suite, » murmura Abigail en s'appuyant sur la voiture. « Un truc comme ça attire les militaires. Ils ne devraient pas tarder à débouler pour se rendre compte eux-mêmes de la situation. D'ailleurs, ça me surprend que ce ne soit pas déjà le cas. » Benson se rendit à l'arrière pour lever le haillon. Ils sont tous à Vegas en ce moment, à chercher des traces. Mais t'as raison, notre fenêtre d'action est foutrement réduite. Ton langage, mon chéri, réprimanda doucement la femme, ne détournant pas son attention du spectacle étrange. L'homme revint vers elle avec une petite mallette qu'il déposa directement au sol. Il fit sauter les verrous et exhiba le drone. Sans attendre, il sortit l'engin de son caisson, l'installa à terre et saisit la manette. « Allez, mon vieux, à toi de jouer. » Avec un vrombissement, le Phantom 4 blanc s'éleva majestueusement dans les airs à la verticale avant de bifurquer vers sa destination. « Tu veux bien ramener le moniteur, chérie? » demanda-t-il. « Bien sûr, ouais. » Sans se presser, Abigail quitta son mari et se rendit à l'arrière à son tour récupérer le matériel nécessaire. Posant les caissons sur le capot à l'avant, elle ouvrit l'écran et bientôt, elle put bénéficier d'une vue en plongée sur la route et le désert environnant. Droit devant, il n'y avait rien d'autre que ce mur opaque de brume sombre. Elle découvrit un second appareil qui lui indiqua toutes les informations que pouvait leur donner Alvin. « C'est curieux, Benson, » marmonna-t-elle en fronçant les sourcils. « Selon les données, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaîtrait d'un nuage. » « Qu'est-ce que tu veux dire? » s'enquit l'autre en s'approchant. « Attends, prends les commandes d'Alvin, je vais regarder ça. » Ils échangèrent le contrôle de la manette et Benson se pencha sur le capot, parcourant les indications qui se mettaient à jour à la seconde près. En effet, ce truc est chaud, mais ne contient aucune humidité. Comment est-ce possible? Il n'y aurait aucune gouttelette dans ce nuage? C'est impossible. Le drone continuait sur sa lancée et arriva aux abords du Nimbus Stratus. Abigail le fit pivoter pour en faire lentement le tour, essayant de passer par en dessous pour avoir un nouvel angle. « Comme ça donne quoi? » s'enquit-elle. « Tu vois quelque chose d'intéressant? » Benson se passa une main calleuse sur son crâne dégarni, impatient. Les données n'entraient pas aussi rapidement que l'image retransmise et il n'arrivait pas à se prononcer. Il n'était pas expert en météorologie, même s'il se défendait rudement bien sur le sujet, mais il sentait que quelque chose clochait. « Benson! » répéta Abigail en continuant de faire approcher l'engin de son objectif. « Tu me dis si ça t'intéresse ce que je te dis, pas vrai? » Ils entendirent soudainement un long bruit de basse, qui vibra sous leurs pieds et manqua de peu les faire tomber. Les commandes d'Alvin échappèrent aux doigts d'Abigail et chuta quelques pieds devant elle. « C'était quoi ça, un tremblement de terre? » siffla la femme en se mettant à genoux. Benson échangea un regard intrigué avec elle, secouant les épaules pour leur indiquer qu'il n'en savait pas plus. Heureusement pour eux, les caissons étaient restés en place, n'ayant qu'à peine bougé sur le capot. Reprenant sa lecture, l'homme finit par jurer en écarquillant les yeux. « Putain de bordel de sainte mère de Dieu! » s'écria-t-il. « Benson! Encore heureux que les gamins choisissent ma sœur! » s'énerva la femme en le fusillant du regard. « Vas-tu me dire ce que tu as vu, ce qui justifie une telle réaction? » Benson porta la main à l'écran et le tourna vers sa femme. « Ce truc là-haut, c'est pas un nuage. » Abigail tiqua. « Attends. Qu'est-ce que tu dis, là? Abby, c'est organique, ce machin. Quoi que ce soit, j'en sais foutre rien, mais c'est vivant. » Une deuxième vibration, accompagnée cette fois d'une secousse sismique, les désarçonna, mais comme ils étaient déjà au sol, ils réussirent à se retenir. « Ça, c'est lié à ce nuage, ce phénomène? Comment tu veux que je le sache? » rétorqua l'autre en se tournant vers le sommet de la montagne. « Regarde! » Lentement, le Nimbus Stratus, ou du moins ce qui y ressemblait, commençait à se mouvoir, glissant sans bruit dans leur direction. Abigail recula en se poussant des talons sur la terre vers le jeep. « Benson, ça s'en vient par ici. Tu crois qu'il nous a vus ou détectés? Je veux dire, si c'est ça qui a fait disparaître la population de toute une ville, je tiens vraiment pas à être sur sa liste, tu vois. » Les contours sombres et menaçants de la masse cotonneuse les survolaient déjà, à plus de 2 km d'altitude. De petits points noirs commencèrent à apparaître sous la surface en grand nombre. « On dirait qu'il va pleuvoir, » commenta laconiquement Benson, la tête renversée vers l'arrière pour observer. « C'est pas de la pluie, ça, » intervint sa femme incrédule. « C'est plus gros. » En effet, grossissant à vue d'œil, ce qui dégringolait à une vitesse folle ne ressemblait en rien à des gouttes ou des grêlons. De plus en plus, ces points noirs se détachaient du nuage étrange. « Oh merde !» pensa l'homme
en refermant les manettes. « Allez, on se tire, on est... Où est Alvin? »« Aucune idée. Il a dû tomber sur la montagne. » Ils levèrent les yeux pour tenter de comprendre ce qui leur tombait dessus. « Oh, putain, Abby, grimpe tout de suite dans le Cherokee. » Ils venaient de saisir avec horreur la nature des projectiles qui filaient dans leur direction. Grossissant à vue d'œil, on pouvait maintenant discerner des bras, des jambes. Il pleuvait carrément des corps. Sans prendre le temps de bien ranger, ils jetèrent le matériel sur le siège arrière et claquèrent les portières. Benson tourna la clé dans le contact quand le premier cadavre s'écrasa avec fracas juste à côté de l'aile droite, arrachant un cri de stupeur à Abby. Il se cacha le visage des mains et se ramassant en boule sur son siège. « Regarde pas, Abby! Ferme les yeux! » hurla son mari en enclenchant le reculon. Il fit gronder le moteur et joua du volant pour faire effectuer au véhicule un tour à 180 degrés. Désormais, tout autour du Jeep, des hommes, des femmes et des enfants atterrissaient sans grâce et avec un bruit écœurant d'os et de cartilage éclatés. Des geysers de sang fusaient des corps fracassés, éclaboussant rageusement la route, les buissons et les flancs de la Cherokee. « Mais roule, enfin, roule !» s'écria Abigail en secouant son mari par les épaules. Appuyant de toutes ses forces, l'homme se sentit renfoncé dans son siège quand ils démarrèrent, rebroussant chemin par la route poussiéreuse. Jouant du volant, ils zigzaguaient de gauche à droite, tant bien que mal d'éviter tous les pauvres airs qui dégringolaient du nuage silencieux. « Il y en a des centaines, Benson !» siffla Abigail, les traits tirés et les larmes aux yeux, le regard rivé à sa fenêtre. « Peut-être des milliers! Il faut absolument éviter qu'ils nous frappent, sinon ils risquent de défoncer le toit de la bagnole. » Abigail lui lança un regard enfiévré. « J'ai pas envie d'être piégé au milieu de ce charnier, » fit-elle d'une voix blanche. « Pourquoi tu crois que je m'acharne sur ce putain de volant, à ton avis? » Totalement paniquée, la femme ne releva pas le juron. Le silence du désert avait été remplacé par les gargouillis infâmes qui faisaient contact avec le sol, tentant avec la vitesse d'une balle de fusil. « Ils sont tous morts là-haut, » signala la femme, le ton de plus en plus aigu. « Ce sont les gens de Vegas, ceux qu'on n'a pas retrouvés. »« Comment tu peux en être aussi sûr, enfin? » grogna Benson, ne quittant plus la route des yeux. Il avait l'impression qu'ils allaient pouvoir s'en sortir. La première étape consistait à sortir de l'ombre de l'imposant Nimbus Stratus qui larguait des bombes humaines. Ensuite, ils devraient communiquer avec l'armée le plus rapidement possible. Qui sait ce qui se trouvait réellement à l'intérieur de ce nuage? Était-ce seulement un nuage ou une quelconque créature qui en aurait imité la forme et la consistance vaporeuse? « Je crois qu'on est tiré d'affaire, chérie, » soupira Benson en s'autorisant un sourire nerveux. Il avait à peine eu le temps de prononcer ces mots qu'une masse informe de chair et d'os vint s'échouer lourdement sur le capot devant eux, disparaissant avec le moteur. La Jeep puis la nette et l'arrière du véhicule quitta le sol. Avec un grincement infernal de tôles froissées et de vitres éclatées, le Cherokee se renversa sur lui-même et malmena ses occupants. Dans la panique, l'idée d'attacher sa ceinture ne leur avait pas effleuré l'esprit et dans l'action, ils furent projetés contre le tableau de bord avant de retomber mollement sur le toit de la Bistac, sous eux. À l'extérieur, le vacarme continuait de plus belle, régnant désormais en seul maître puisque le moteur grondant s'était dessus. La monstrueuse averse de cadavres se poursuivit avec une régularité horrifiante, pendant que le nuage sombre continuait sur sa lancée, remontant vers le nord. L'esprit embrumé, Benson ouvrit difficilement les yeux. S'aidant de ses mains, putain, est-ce que ses bras pouvaient être douloureux, il réussit à se réceptionner plus confortablement sur le plafond de la Jeep, faisant passer ses jambes au-delà du volant. Une voix pâteuse il appela sa femme. « Abby, gargouilla-t-il, Abby, faut qu'on sorte de là, merde. » Il essaya de se tourner, mais un éclair fulgurant lui vrilla le cerveau, le paralysant quelques secondes. Quoi que cela puisse être, il avait clairement quelque chose de cassé dans le dos, l'empêchant de se mouvoir avec facilité. De peine et de misère, ahanant et pleurant à chaudes larmes pour endiguer la souffrance qui brûlait son corps comme un feu ardent, il finit par être face avec Abigail. Il perdit aussitôt son souffle, et un sanglot incontrôlable lui fit trembler son corps tout entier. « Abby !» éructa-t-il d'une voix brisée par le chagrin. « Non !» Sa pauvre épouse n'avait pas eu autant de chance que lui. À cause de la force de l'impact, le tableau de bord avait été déformé et défoncé sans aucune pitié la cage thoracique de la femme. Son regard sans vie le fixait maintenant sans le voir, tandis qu'une longue traînée sanguinolente décorait ce qui subsistait du pare-brise défoncé et le châssis de la Jeep. « Oh putain, non !» hurla de nouveau l'homme, se laissant retomber mollement sur le toit à bout de force. Un autre cadavre vient se planter sur les roues du véhicule avec fracas et le fit tourner sur lui-même, tel un manège lugubre. Et Benson se retint de justesse, avec ses doigts tendus, écarquillant les yeux.
Incapable de contenir ses pleurs, le cœur brisé, il se libéra une main pour frapper de la paume contre sa portière qui s'entr'ouvrit un peu en grinçant. Serrant les dents, s'interdisant de ramener son attention sur sa femme décédée, il mit plus de puissance sur sa poussée et le mécanisme finit par céder. Dehors, il n'y avait plus de buissons, plus de sable, ni de route, plus de ciel bleu, ni de soleil. S'extirpant difficilement de sa voiture abattue, Benson pataugea dans le sang et les organes déchiquetés sous la force de l'impact. Prenant appui sur le flanc de sa Jeep, il se redressa en hurlant de douleur, fermant les yeux en espérant qu'il ne retomberait pas. Oserait-il, du reste, contempler ce paysage de désolation qui s'étendait à perte de vue autour de lui, océan de restes humains pulvérisés? « Il faut avertir les autorités », fit-il pour lui-même. Il songea à sa maison, dans la petite ville de Caliente, à peine à 30 minutes au nord, dans la direction qu'il avait prise, la monstruosité volante qui planait au-dessus de sa tête. Si ce truc avait pu détruire Vegas en quelques minutes, que réserverait-il à la petite communauté? Serrant les poings, il s'écarta de l'épave et entreprit de continuer à la route à pied. Il réussit à faire quelques pas avant qu'un claquement dans son genou ne le prenne par surprise. Avec un meuglement déchirant, il s'écroula sur la piste, devenue collante par les résidus organiques et les vêtements déchirés qui les recouvraient encore. Il se tourna sur le dos, haletant, en sueur après seulement quelques mètres de parcours. Son regard fut happé par le nimbostratus qui le surplombait. Il avançait tellement lentement qu'il semblait le narguer, le mettant au défi d'arriver avant lui dans la prochaine ville. L'accident de voiture avait été plus sérieux qu'il le songeait. Benson se rendit compte qu'après avoir entendu le bruit dans sa jambe, il ne sentait plus rien à partir de la cuisse. Plus aucune sensation. Il se couvrit les yeux du bras et se laissa aller au sanglot, sa poitrine se levant et s'abaissant au cri de son chagrin sans borne. Abby était morte à cause de sa curiosité. Il allait y rester également, couché dans un horrible cimetière à ciel ouvert. Autour de lui, quelques corps s'écroulaient encore, mais de moins en moins nombreux. De toute évidence, la chose qui avait emporté tous les habitants de Vegas avait pris ce qu'elle désirait, l'avait consommé, digéré et rejeté les carcasses inutiles. La faim avait repris de plus belle et il ne souffrait d'aucune attente. La prochaine ville serait son festin. En un claquement de doigts, des centaines, sinon des milliers de citoyens se verraient littéralement aspirés dans le ciel, se perdant dans l'ombre opaque du nimbostratus pour y rencontrer leur funeste destin. Benson laissa retomber son bras sur le sol à ses côtés, contemplant le ciel après le passage du monstre aérien. Le soleil dardait de nouveau ses rayons et le bleu limpide de l'azur le forçait à plisser les paupières. Il referma les yeux en grimaçant et inspira difficilement. Son corps s'engourdissait à vitesse grand V, mais il n'était pas effrayé. Un peu confus par la rapidité des événements, mais rassuré sur un seul point. Il allait bientôt retrouver Abby. Au nord, le nimbostratus, qui n'en était pas un, continuait son imperturbable avancée. Ça faisait maintenant quelques jours que je n'avais pas vu passer une voiture devant chez moi, et j'étais curieux de savoir à quel point le quartier était devenu désert. Les écouteurs sur les oreilles, alors que la température baissait plus rapidement que l'astre solaire, je quittai le trottoir pour gagner le milieu de l'avenue. Je me couchai sur la chaussée, en travers de la ligne jaune. Le soleil disparaissait lentement derrière la crête des immeubles abritant des appartements et des commerces, tous plus silencieux les uns que les autres. Je sentis le gravier mordre la chair tendre de mes paumes et je secouai doucement ces dernières l'une contre l'autre pour le déloger. Je m'installai sur l'asphalte, posant la tête sur le sol et les épaules bien à plat, laissant dériver mes yeux vers le ciel immense, exempt de nuages, qui se teintait d'une palette incroyable de tons de plus en plus sombres à mesure que la journée laissait place à la nuit, balai immuable qui remontait à l'avenue des temps. Le monde avait beau s'être subitement arrêté, la nature insensible n'en avait cure et continuait sa routine sans s'émouvoir. J'ai levé le lecteur MP3 à la hauteur de mon visage pour faire défiler la liste des chansons enregistrées. Une légère brise vint fouetter ma joue, m'arrachant un tremblement. Est-ce que je frissonnais à cause du froid ou de cette expérience totalement ridicule que je m'apprêtais à faire? Je n'aurais su le dire. J'ai choisi la mélodie la plus longue de ma compilation, histoire de pousser au maximum mon observation. Another Break in the Wall. Un truc en 3 parties, de plus de 11 minutes, rien que ça. Je fermai les yeux.
Je l'écoutais au complet, le son dans le tapis. Il n'est pas impossible que je chantasse le dernier couplet, ou fredonnasse, ou hurlasse à plein poumon. Je ne suis même pas certain. Quand les dernières mesures saturent, me laissant de nouveau seul avec moi-même, j'ouvris lentement les paupières tout en fermant le lecteur. Redressant la tête, c'est avec déception que je ne décelais aucun mouvement, aucun changement. Ni applaudissements pour ma performance, ni crétin pour se moquer. Pas même un badaud sur son balcon pour se repaître du spectacle. Pas plus de klaxons rageurs d'un conducteur ulcéré de ma présence sur son chemin ou de sirènes déchirant le silence, annonciatrice d'un flic en uniforme m'ordonnant de ficher le camp. Il ne se trouvait personne avec qui partager cette expérience hors du commun. Le quartier était résolument vide, les gens fort probablement victimes du même mal qui m'avait frappé de manière fulgurante durant les derniers jours et dont je ne gardais qu'un vague souvenir. Je quittai mon point de repos, nettoyant le gravier sur mon dos, mes fesses et l'arrière de mes cuisses en soupirant. J'enlevai les écouteurs de mes oreilles, enroulant le fil autour de la petite machine avant de le ranger dans ma poche de jeans. J'allais réintégrer le trottoir par pure habitude quand je me rendis compte que ce n'était pas nécessaire et que je pouvais me permettre de cheminer sur la voie publique sans craindre d'être renversé. Je m'y mis donc en route vers ma demeure, située plus loin. En route, je ralentis délibérément la cadence, scrutant sans gêne les fenêtres des bâtiments de chaque côté de l'artère. Je guettais avec espoir un mouvement des rideaux, trahissant la présence des résidents, terrés derrière la protection de leurs murs. Je ne pouvais vraisemblablement pas être devenu le seul être vivant dans ce quartier, non? Plusieurs citoyens devaient s'isoler dans leur appartement, le regard rivé à leur téléviseur dans l'attente qu'une bonne nouvelle finisse par être annoncée. Que le virus qui s'était abattu en raz-de-marée sur la population, décimant les habitants, avait été stoppé et qu'un remède miraculeux avait finalement été créé. Entre ceux qui câlinaient leurs animaux de compagnie et les autres qui caressaient la crosse sur leur fusil de chasse, la même phrase devait rouler en boucle dans leur esprit. « Ça va bien aller. » Probable qu'ils n'y croyaient pas plus, les uns que les autres. J'avais bien failli y rester moi-même, dans ma propre chambre, combattant la maladie, oscillant entre des instants de lucidité et des moments flous, où j'hallucinais des couleurs sur les murs et des voix qui s'élevaient tout autour de moi. Pendant 10 jours, j'avais gardé le lit, vivant sur le pilote automatique, mangeant et buvant lorsque la faim et la soif devenaient ingérables, me traînant à la salle de bain lorsque c'était possible. Je me rappelais nettement avoir pissé contre ma commode, croyant dur comme fer que j'étais devant les toilettes. C'était ce que vous faisait cette cochonnerie, que les autorités avaient surnommée la fièvre grise. Elle vous retournait l'esprit et ne laissait que des miettes. J'avais vu des patients à la télévision, avant que je ne tombe malade et avant que les réseaux soient fermés, faute de personnel. La peau cendrée, les yeux dans le vague. Cette saloperie vous vidait littéralement de votre essence vitale et ne laissait dans son sillage qu'une coquille vide. J'avais été à ça de rejoindre le camp des Maccabées, mais heureusement pour moi, j'avais toujours bénéficié d'un système plus résistant que la normale. Vivant comme un animal, ou presque, je m'étais accroché à la vie comme un homme sur le point de se noyer se cramponne à la bouée. Jusqu'à la semaine passée, où j'avais finalement réussi à émerger totalement et à reprendre un semblant d'existence normale. Tout ça pour tomber sur un monde déserté. Mon expérience m'en avait apporté la preuve. Je n'entendais pas le moindre son, que ce soit de moteur ou d'éclat de voix. Seul le vent faisait virevolter les emballages de nourriture laissés au sol et quelques journaux abandonnés. Les mains dans les poches, je commençais sérieusement à me questionner sur la suite des choses. Que devais-je faire? Où irais-je? J'avais essayé la radio pour n'en récolter que des parasites et Internet ne fonctionnait plus également. J'étais désemparé et le mot était faible. Je devais me concentrer sur ma propre survie, essayer de comprendre ce qui s'était passé durant les 10 jours où j'avais été entre la vie et la mort, totalement coupé du monde extérieur. J'étais bien au fait que la fièvre grise était bien présente avant même que je ne tombe malade, mais je doutais qu'à elle seule, elle avait pu éliminer autant de gens en aussi peu de temps. Du moins, je l'espérais. J'allais arriver au coin de ma rue quand un gémissement étouffé m'est parvenu. Soudainement aux aguets, les sens en alerte, je stoppai net, écarquillant les yeux. Plissant les paupières, je tentai de me guider au son. J'arrivai devant un duplex aux murs de briques brunes.
Un escalier en colimaçon en fer forgé permettait d'accéder à l'étage et 2 galeries, ayant connu de meilleurs jours, donnaient accès au logis. Je m'approchai, l'oreille tendue, et compris que les lamentations que je percevais provenaient du rez-de-chaussée. Avec circonspection, je gravis les quelques marches menant au palier. La porte d'entrée, dont le centre était entièrement en verre givré, était entr'ouverte. Une magnifique rosace était gravée au centre de la fenêtre. L'endroit me donnait froid dans le dos, sans que je puisse l'expliquer, et j'hésitais à poursuivre mon enquête. Pourtant, si je voulais trouver des gens, je devais commencer quelque part. Je tendis la main pour repousser le battant de l'appartement, examinant le couloir qui s'offrit à moi, plongé dans une semi-pénombre. Plusieurs formes indistinctes jonchaient l'allée, et si je voulais réellement savoir qui ou quoi gémissait ainsi, je devrais me résoudre à pénétrer franchement dans la demeure. Avalant ma salive, je jetai un regard circulaire derrière moi. L'avenue déserte me sembla soudainement encore plus menaçante, ne guettant que l'instant où elle pourrait se refermer sur moi et m'emporter dans l'oubli comme mes congénères. Je me sentais idiot de ressentir un tel sentiment de paranoïa, mais l'impression était si forte que je ne pus m'en débarrasser. Un énième râle s'éleva depuis la profondeur du couloir et je me décidai à poser un pied à l'intérieur. Mes narines furent rapidement assaillies par une odeur infecte, légèrement cuivrée et qui me retourna instantanément l'estomac. Paralysé dans l'entrebâillement, une main cachant ma bouche et mes narines, je trahis ma présence avec un haut-le-cœur et un juron bien senti. Je faillis tourner de l'œil et m'appuyer contre la cloison, secouant la tête vers l'extérieur pour m'aérer. Je fis tomber par inadvertance un porte-manteau, renversant par le fait même une veste sport et une casquette usée avec le logo de l'équipe de hockey des Canadiens à l'avant. Une voix faible et géniarde se fit entendre, provenant d'une pièce au fond de l'appartement. « Il y a quelqu'un! » Le monde était devenu suffisamment silencieux pour que, malgré le souffle très bas de l'homme, ses paroles me parviennent. Mes poils se dressèrent sur mes bras et mon corps se raidit. J'avais trouvé une autre personne. J'aurais dû trépigner de joie, mais au lieu de cela, un sentiment de malaise m'envahit et mes doigts se serrèrent autour de la poignée de porte. Était-ce en raison de la pestilence de l'endroit ou simplement une impression? Je ne pouvais pas écarter non plus l'éventualité que le locataire ait contracté la maladie. « S'il vous plaît, si vous m'entendez, » murmura l'inconnu. « Je suis aveugle. » Une brusque bourrasque s'infiltra par l'ouverture et fit voler l'odeur qui régnait, m'offrant un répit bienvenu. Je fermai les yeux pour mettre de l'ordre dans mes idées, tandis que le locataire de l'endroit continuait son laïus. « J'ai chopé cette saloperie de fièvre. Les autorités nous ont dit de rester en sécurité à l'intérieur. Mais j'avais faim. Personne ne répondait plus au téléphone. Je n'ai pas pu m'empêcher. » Fronçant les sourcils, j'ouvris les paupières et pris le temps de détailler les lieux. Le couloir était encombré, et le soleil qui s'était finalement couché ne m'aidait pas à y voir plus clair. Une main toujours plaquée contre le bas de mon visage pour contrer les effluves nauséabondes, je remontai l'allée en direction de la voie, marchant au pas. Je ne tardai pas à mettre le pied dans une substance plus collante à l'odeur forte. Poussant mon investigation, je sentis mon visage devenir blême en découvrant le cadavre d'un chien, le pelage beige couvert de sang. Dans sa mâchoire sanguinolente, une oreille humaine à moitié déchiquetée était coincée entre 2 canines. Je n'arrivais plus à respirer, pétrifié par le spectacle répugnant. Aux gémissements pathétiques qui s'échappaient de la pièce au fond du couloir s'ajoutèrent des pleurs à peine contenus. Je ne voulais pas lui faire de mal. Mais les gens à l'extérieur commençaient maintenant à se battre et je n'osais pas sortir. Quand je manquais de nourriture, mes pensées n'étaient plus claires. Je relevai la tête vers le son, redoutant l'apparition du propriétaire de la voie. Qu'importe ce qui s'était passé ici, ça ne sentait pas bon, au propre comme au figuré. « J'ai une arme !» continua l'homme, ses phrases entrecoupées de sanglots incontrôlables. « Je voulais l'abattre, tuer mon chien guide pour me nourrir. » Je me redressai lentement, commençant à retraiter vers la porte.
Un ricanement ironique me parvint. Je suis aveugle. Alors, j'ai raté ma cible. Mais Albert, mon labrador, il s'est retourné contre moi. Il devait être affamé lui aussi. Il s'est laissé aller à ses instincts primitifs. Je sentis mon dos buter contre le battant et je sursautai malgré moi. À l'autre bout du couloir, l'inconnu ne s'arrêtait pas. Il m'a attaqué. Il m'a pratiquement défiguré. Avant que je réussisse à lui loger une balle dans le cou et une dans le flanc. Enfin, je crois, j'y vois que dalle. J'ai perdu beaucoup de sang. Ça, je sais. Je me sens si faible. Il y eut un silence où j'eus l'impression que l'homme écoutait. Je sais qu'il y a quelqu'un, vous savez, soupira-t-il après un moment. J'ai peut-être les pupilles qui ne répondent plus à rien, mais j'ai une bonne audition. En tout cas, du côté encore intact. J'hésitais à faire un pas de plus, figé sur place. Le monde extérieur me tendait les bras et il me tardait soudainement de fuir cet appartement où seule la mort régnait en reine incontestée. Je ne pouvais rien faire pour ce malheureux. « Ne partez pas !» hurla sans prévenir l'inconnu, rassemblant toute son énergie dans un ultime appel et me prenant par surprise. « Ne m'abandonnez pas tout seul !» Faisant volte-face, je percutai violemment la porte entr'ouverte de l'épaule. Grimaçant de douleur, je me décalai sur ma droite, me faufilant dans l'encadrement à toute vitesse. Je fus poursuivi par les cris de la voix éraillée pendant quelques pas avant qu'un coup de feu dans mon dos vienne mettre définitivement un terme à la vie de cet homme dont j'ignorais tout, sinon le fait qu'il avait tenté de dévorer son animal de compagnie pour survivre. Et qu'à la toute fin, il lui avait resté minimalement une balle dans son arme pour se suicider. Le cœur battant, courant sur le trottoir pour m'éloigner le plus possible de la scène la plus sordide qu'il m'ait été donné de voir jusqu'à présent, je pompais l'air à grandes goulées pour chasser l'odeur de chien mort qui imprégnait mes vêtements. N'y tenant plus, je ralentis à peine pour faire passer mon chandail par-dessus mon torse et m'en départir, l'envoyant voler sur une pelouse négligée. À bout de souffle, je finis par m'arrêter, penché vers l'avant et les mains sur les genoux. Des larmes vinrent brouiller ma vision, et l'image de ce pauvre labrador me revint, sans parler du maître dans sa chambre que je n'avais même pas entrevu. Je me laissai tomber sur le trottoir, enfouissant mon visage dans mes mains, le corps traversé par des frissonnements d'horreur. Était-ce pour ça que j'avais vaincu la maladie? Pour un monde sans merci où les pires abominations se cachaient derrière n'importe quelle porte? Je relevai le menton, et je laissai échapper mon désarroi en un long hurlement d'effroi. Criant à la lune naissante qui pointait le bout de son nez derrière les nuages. J'inspirai violemment avant de m'égosiller de plus belle, sans m'interroger sur les possibilités de m'attirer des ennuis. Je savais déjà qu'aucune voiture ne circulait plus dans le coin de toute manière. Il était plausible de croire que plus personne n'habitait dans le secteur. Plus personne de dangereux, du moins. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à me lamenter sur ce petit bout de trottoir, chialant sans retenue sur mon sort, alors que la nuit s'installait et qu'aucune lumière ne venait éclairer les fenêtres des logements environnants. Les lampadaires s'activèrent les uns après les autres, projetant une lumière blafarde sur la rue. Quand le froid finit par avoir raison de moi, je me relevai difficilement, les articulations raides. Je n'aspirais plus qu'à retrouver mon appartement et qu'à enfouir ma tête sous l'oreiller. Même si les couvertures avaient souffert de ma convalescence, souillées par de l'urine ou des vomissures, parfois les deux, je ne désirais rien de plus à cet instant que de retrouver mon foyer. Cette nuit, je dormirais d'un sommeil profond que j'espérerais sans rêve, sans cauchemar où un chien viendrait me charcuter l'oreille. Demain matin, je partirais d'ici, n'emportant avec moi que le strict minimum. Je trouverais quelqu'un qui finirait par m'expliquer ce qui s'était passé. Tous les quartiers de la ville ne peuvent pas être déserts. Si j'ai survécu à cette foutue fièvre, il y en a forcément d'autres. Je ne peux pas être le seul à être encore vivant, non?